Partons d'abord de la posture du président de la République. Il n'avait pas le choix. Le président n'avait pas le choix parce que l'actualité, depuis 4-5 ans, nous a déjà démontré qu'il y a certaines structures d'État qui ont déjà un voile assez poussé, assez épais de suspicion sur leur partialité. Et donc, qui ne donnent plus tellement de possibilités au président de la République de pouvoir leur confier certaines affaires sensibles. Nous partons d'abord de là. La deuxième chose, c'est que, vous avez dit crime de l'État ou crime d'État, c'est les deux. C'est les deux. Crime d'État, parce que le président se retrouve dans une situation où lui qui est censé tout savoir, sait déjà en fait qui en sont les responsables. Et il sait donc à partir de sa position quelle est l'institution la moins corrompue qu'il peut actionner pour pouvoir entamer une enquête qui pourrait lui apporter un complément d'information. J'insiste sur un complément d'information. Parce qu'il en a déjà. Parce que le président avait déjà l'information avant de la confier au CED et à la DGSN. Il avait déjà toute l'information par une autre voie. Par une autre voie. La deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il a décidé de confier le fond du dossier, j'insiste sur le fond du dossier, au CED et à la DGSN pour les enquêtes, et il a gardé par-devers lui le dossier de fond. Je reviendrai sur le dossier de fond. Le fond de dossier, donc, c'est quoi? Le fond de dossier, c'est justement cette situation d'assassinat. Cette situation d'assassinat, justement, qui a mobilisé pratiquement tout le peuple entier sur cette affaire. Lorsqu'il va donc au CED, il demande au CED et au DGSN de prendre en main l'affaire, c'est qu'en fait, le président joue d'opportunités politiques. Parce qu'en fait, il faut comprendre que si on a parlé des assassinats de plusieurs journalistes et autres personnes bien avant, ce n'est pas forcément Martinez Zogo qui devrait faire beaucoup de bruit, puisqu'en fait le bruit aurait dû être fait depuis 2010, depuis 2008, depuis 1995, depuis 1988, avec Joseph Mbassi, Angel Bemba en 1995, Bibi Ngota, Jules Koumkoum. Pourquoi est-ce que c'est seulement quand c'est Martinez Zogo que ça vient grincer? Donc il y a une opportunité politique, un opportunisme politique que le président saisit. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, je rentre dans le fond de votre question, j'ai gardé le dossier de fond de côté. Pour dire que le président de la République a parfaitement compris que c'est la voie par laquelle il doit passer. Mais pour nous autres, pour le commun des Camerounais, on se dit qu'en fait, il attend quelque chose de cette enquête. Le président n'attend rien de cette enquête. Au contraire, cette enquête est plutôt, comme on va dire, un essai pour le secrétariat d'État à la Défense de lui prouver sa loyauté et sa fidélité. Puisque vous savez que dans les minutes sociales et politiques, l'on se dit, et il se dit, que le secrétaire d'État à la Défense serait très proche du secrétaire général de la présidence de la République, qui lui-même serait en opposition avec d'autres en face. Donc quand le président confie le dossier au secrétaire d'État à la Défense, ce n'est pas parce qu'il attend la vérité. C'est parce qu'en fait, il veut absolument que ce secrétaire d'État lui prouve sa fidélité et sa loyauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a que le secrétariat d'État à la Défense et la DGSN qui pouvaient procéder à une telle enquête. Quel est le procureur qui peut convoquer un directeur général de la recherche extérieure qui dépend directement du président de la République? Quel est le procureur? Aucun. Aucun. Par quelle voie? Ça ne peut pas se faire. Même statutairement, c'est pas possible. Même statutairement. Parce qu'en fait, pour pouvoir convoquer un patron de service d'intelligence, il faut absolument que le président de la République en donne l'accord formel. Donc, en passant par les services du secrétaire de la Défense, donc au MINDEF, et la DGSN, il savait qu'en fait, ce sont des services qui se connaissent. Et donc, qui ont des méthodes pour pouvoir les mobiliser. Il n'a pas eu besoin d'écrire. Il a suffi d'une nouvelle qu'on envoie à ces gens-là pour leur dire, vous vous téléportez de l'autre côté pour vous faire auditionner. Aucun procureur n'aurait dû le faire. Donc vous comprenez que s'il avait confié, s'il avait laissé
un procureur s'en saisir, que l'affaire serait noyée aujourd'hui. On fait fi déjà de l'autre argument sur les suspicions qui pèsent sur la justice d'être embastillé. Mais il y a cet élément que aucun procureur n'aurait pu faire avancer une telle enquête. Parce que personne n'allait se déporter vers le procureur. Et aucun procureur ne pouvait même se déplacer, même pour aller entendre sur place le patron des services d'intelligence de ce côté-là. Donc il n'y avait que cette méthode-là. L'autre chose, c'est que nous sommes dans une zone grise administrative et c'est la meilleure méthode que le président devait utiliser. Et en passant, je profite déjà pour le dire, l'enquête est terminée. Parce que quand j'analyse l'affaire, vous avez interrogé ma casquette, l'enquête est terminée. Parce que si vous avez parlé des interpellations des membres des services d'intelligence, ça veut dire que l'enquête administrative est terminée. Et comme elle est donc terminée, qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape, c'est la phase politique, la gestion de ce dossier, avant la phase judiciaire. Parce qu'en fait, une fois que vous avez déjà terminé cette affaire, et c'était le plus difficile, hein, c'est-à-dire de faire entendre et même de passer à l'arrestation de certains agents des services d'intelligence, c'était la phase la plus difficile et complexe. Donc le président a choisi de commencer par la phase la plus difficile avant de passer par les phases les plus aisées, c'est-à-dire la phase politique et la phase judiciaire. Mais la phase judiciaire est subordonnée à la phase politique, qui n'est rien d'autre que la décharge fonctionnelle de certains membres, peut-être qui seraient soupçonnés ou suspectés d'avoir participé à cette affaire-là. C'est pour ça qu'il dit que l'enquête administrative est terminée. Donc il reste au président de la République de prendre les conséquences politiques et ensuite de laisser la justice dont parlait Maître Assira suivre son cours. Pour sortir et dire que lorsque vous regardez la qualité des personnes qui ont été prises, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le président a aussi parfaitement compris que ce crime de Martinez Zogo n'est rien d'autre qu'une percée, un signe vers son insécurité propre à lui. Les services, je sors par là. Le président de la République est couvert par un halo de 5 cercles sécuritaires. Le premier cercle, le plus extérieur, lorsque vous mettez le président au milieu, c'est la défense, c'est-à-dire nos militaires, nos gendarmes. Ils assurent la sécurité du pays à l'extérieur, c'est-à-dire ils regardent vers l'extérieur les ingérences, affaire Bakassi, avec la Guinée, tout ce que vous connaissez. Le deuxième cercle concentrique est celui de la DGSN. La DGSN est de la gendarmerie qui agit sur le plan rural et quelque peu aussi sur le plan urbain avec les brigades territoriales, les brigades de recherche et tout ce que vous pouvez imaginer. Le troisième cercle concentrique est justement celui de nos services d'intelligence, c'est-à-dire DGRE, ST, surveillance du territoire, et les autres, c'est-à-dire qui assurent le renseignement à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est-à-dire la surveillance du territoire est beaucoup plus interne, mais elle peut aussi agir extérieurement. La direction de la recherche extérieure agit beaucoup plus à l'extérieur, mais elle peut aussi agit aussi à l'intérieur. Le quatrième cercle concentrique, c'est celui de la garde présidentielle, c'est-à-dire celle qui recouvre en fait le grand halo autour du président de la République, ses services et sa propre personne, de manière générale. C'est pour cela que vous allez voir la garde présidentielle, par exemple, dans tous les palais présidentiels que le président a construit, ici dans la Léquier, dans le Nord, ainsi de suite. Et aussi, il garde, comme on dit, garde présidentielle, qui était garde républicaine avant. Le dernier cercle concentrique de la sécurité du président, c'est la direction de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire celle qui agit sur la sécurité de l'individu Paul Biya. C'est-à-dire que pour que personne ne puisse jamais mettre la main sur lui. Alors, quand vous regardez dans le dossier, je parle donc du dossier de fond, pourquoi l'affaire Martinez-Zogo est donc une affaire d'État? Quand vous regardez le dossier, vous allez vous rendre compte que si on arrive à mettre la main parce qu'ils ont été impliqués dans cette affaire sur les membres des services d'intelligence, c'est que la pieuvre qui justement a grandi depuis a réussi à percer le halo sécuritaire. C'est-à-dire des agents qui doivent fidélité et loyauté au président de la République. C'est comme si aux États-Unis, vous dites que la CIA est désormais corrompue et entre les mains des caciques ou des brigands. Ça veut dire qu'en fait le président des États-Unis devient en danger, se met en danger et en danger. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que ce n'est plus une affaire même du peuple camerounais. C'est une affaire de Paul Biya lui-même. Donc pour sortir de dire que M. Bouba, le président n'avait plus le choix sur ce plan. Parce qu'en fait, une fois que vous avez
pénétré ce halo sécuritaire, c'est-à-dire ils ont percé le halo sécuritaire des 5 cercles concentriques au moins sur les 80%. C'est-à-dire au moins 80% de ces cercles, c'est-à-dire au moins jusqu'au 4e cercle. Ils ont percé. Ça veut dire qu'en fait la dernière étape c'était le dernier cercle. Quand vous avez déjà réussi à corrompre tous ces cercles concentriques autour du président de la République. C'est donc ça qui est dangereux dans ce circuit et qui mobilise justement le président à aller d'abord vers le CED pour employer des moyens forts afin de nettoyer, d'assécher le marais au niveau de ses services d'intelligence afin de voir très clair dedans avant de revenir sur la solution politique et ensuite sur la solution judiciaire. Maître Claude Assira, vous êtes praticien.